Face à l'info sur la première. Face à l'info, et on se penche ce soir, Eddie, dans le détail sur la situation au Burundi. Petit pays de la région des Grands Lacs, le Burundi sombre. Le bateau, comme je vous le disais, prend l'eau de partout, si j'ose dire. Nous allons le découvrir. Le président ne fait plus l'unanimité, loin s'en faut. La situation échappe probablement à tout contrôle. Nous en parlons avec deux témoins privilégiés. Marguerite Barankitse Magui, la fondatrice de Maison Shalom, sera avec nous à plus d'un titre ce soir, à la fois depuis Bujumbura et en fait en studio également, tout comme le vice-président burundais qui a fait défection officiellement et qui va nous rejoindre, Gervais Ruffikiri. À mes côtés également Françoise Walmack qui rentre du Burundi. Merci d'être face à l'info. Bonsoir Françoise, vous rentrez du Burundi et avant que nous nous retrouvions tout à l'heure Magui à nos côtés, en fait, vous vouliez nous partager le cri qu'elle vous a lancé depuis là-bas et l'émotion évidemment. D'abord présentons Magui, tout le monde la connaît là-bas au Burundi. Il y a 20 ans, suite aux événements dramatiques et aux massacres qui frappaient le Burundi après l'assassinat du président Ndadaye, eh bien Magui a fondé la Maison Shalom dans sa ville de Rughi. C'est une maison ouverte aux enfants, orphelins, abandonnés, enfants soldats, Tutsis ou Hutus. Et en 20 ans, en fait, 50 000 gamins sont passés par cette maison Shalom. Ils ont été à l'école, ils ont appris un métier. Certains même sont devenus ministres. À Rughi, Magui a construit un hôpital, un cybercafé, une ferme, des villages où tous les enfants vivent en fratrie. Mais avec les événements récents, Magui, qui n'a pas sa langue en poche, a dû se cacher et fuir. Et je l'ai rencontré à Bujumbura juste avant sa fuite. On l'écoute. J'avais cru et j'avais espéré qu'en dénonçant avec amour, j'ai pas accusé, j'ai toujours dénoncé. Je n'ai jamais retiré même ces criminels de mon cœur. Je croyais qu'ils allaient comprendre. Malheureusement, je suis témoin gênant. J'ai tout vu et je les connais beaucoup. Et parmi ces gens-là, il y en a que j'ai accompagnés quand ils étaient dans la rébellion. C'est la première fois. Même quand la situation était difficile en 96, en 97, quand je voyais, donc je passais des sans-échecs ou la rébellion, ils m'ont toujours respecté. Ils savaient que j'étais là pour distribuer le bonheur, l'amour. Mais aujourd'hui, je comprends pas. Je comprends pas. Je suis en colère. C'est une sainte colère. Je suis pas amère, mais je suis en colère parce que je peux pas voir que ces enfants, j'avais démobilisé plus de 1500 enfants soldats. J'ai donné tant d'argent, la Belgique m'a donné, la Suisse m'a donné, le Luxembourg m'a donné. Et alors, tout cet argent, tous ces efforts, je ne peux pas accepter que ça tombe comme ça, que ça parte en fumée. Je me battrai et j'irai et je sais que la mort triomphera. Le président, vous l'avez connu du temps où il était dans le maquis. Aujourd'hui, il est président. Il veut rester président à tout prix. Vous l'avez rencontré, vous l'avez parlé? Oui. La première visite, quand il était président, quand il est devenu président, la première visite, il a fait à la Maison Shalom. Et je vois toujours dans Arte, parce que ce jour-là, il y avait des journalistes. Et ce reportage, j'aimerais qu'il le voie. Parce qu'il m'a demandé, il a dit, maman nationale, voilà ce que c'est une maman. Et je lui ai répété, et s'il m'entend encore, qu'une maman est fière de voir ses enfants correspondre à l'éducation que j'ai donnée à mes enfants. J'ai toujours créé, et les enfants disaient qu'ils étaient Hutsitwa Congo Zungu. Quand on allait à la Maison Shalom, et je lui ai répété, et même quand ça a commencé, j'étais le 8 mars, c'était la fête des mamans. Je suis allée lui dire le 11 mars, non, vous avez souffert. Le président, je lui ai répété, il a perdu ses parents, son papa en 72. Il sait ce que c'est, perdre son papa qu'on aime. Il a été dans le maquis, s'est blessé, il a souffert. Comment il ne pense pas à ses enfants? Il est père de 5 enfants. Je le lui ai dit. Et il dit qu'il est chrétien. S'il prêche réellement la Bible, alors il y a le premier commandement, très important. Tu ne tueras pas. Parce que Dieu lui demandera, comme il a demandé à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère?
Et moi, je lui dis qu'il laisse le peuple burundais jouir de ses droits fondamentaux. Nous ne sommes pas ses esclaves et il ne peut pas nous tuer comme ça. Il tue nos enfants, qu'il laisse cette milice, qu'il laisse nos enfants, qu'il prenne ses enfants, ses 5 enfants et qu'il en fasse sa milice, mais qu'il ne prenne pas mes enfants. Parce que moi, j'ai donné ma vie. Je ne me suis pas mariée. J'ai toujours dit à tous ces orphelins, je ferai de vous une nouvelle génération qui pourra briser. Et il vient de me transpercer une grève dans mon cœur de maman. Qu'il m'écoute. Je suis une maman tout court, une maman de Hutu, de Tutsi, de Batois, de Congolais. Tous ces enfants qui sont passés par moi, je ne le laisserai pas et je ne l'aurai pas. C'est pas mon ennemi. Je refuse qu'il soit mon ennemi. Je refuse toutes ces personnes qui soient mes ennemis. Et je donnerai ma vie. Chaque fois, j'ai refusé de fuir. Le 24 octobre 1993, le coopérant allemand qui m'a vu, qui m'a donné le logement, m'a dit, Maggie, viens, l'hélicoptère est arrivé. J'ai dit non. Ma maman, le Burundi, souffre. On ne peut pas abandonner sa maman quand elle est à l'agonie. Le Burundi est ma maman. Je ne veux pas quitter. Je ne veux pas partir parce qu'il y a 9 millions. Il y a tant d'enfants qui sont en train de mourir. Et je suis obligée de me taire alors que je pouvais distribuer un peu. Tous ces enfants qui meurent gratuitement à cause d'une seule personne, de la cupidité d'une seule personne. Non, je lui dis s'il entend ma voix, qu'il fasse retourner son glaive. Est-ce que vous comprenez sa psychologie? Est-ce que vous comprenez son ambition? Est-ce que vous comprenez sa façon d'être, de ne pas écouter les autres? C'est-à-dire, il est possédé. Moi, je crois qu'il est possédé. Que le pouvoir l'a rendu aveugle. D'abord, il a trop tué. Après, il a trop volé. Donc, il n'a rien à perdre. Et il veut nous sacrifier. S'il pouvait m'écouter et qu'il dise, je lis la Bible, je vais demander pardon au peuple burundais. Je vous ai fait souffrir pendant toutes ces années, pendant les 5 ans. J'aimerais qu'il revienne au bercail et qu'il nous donne notre couronne parce que Dieu nous a créés debout. Nous portons une couronne et nous ne sommes pas des esclaves. Non, un peuple libre. Est-ce que justement ce qui se passe au Burundi, c'est pas une expérience unique et novatrice en Afrique? Oui. En même temps, ces larmes, je ne veux pas les retenir. En même temps, je pleure de colère de voir un petit panier de gens, peut-être c'est 15 personnes. On peut vous donner la liste. Il y a le président, il y a Adolphe, il y a Ayubu, il y a donc Bunyoni, il y a Douimane, il y a Nyamitwe, il y a Gervais, il y a tous, peut-être 15 personnes seulement qui maintiennent ce peuple en otage. Mais j'ai vu le 13 mai. Le jour du putsch qui a échoué, qui a fini par échouer. J'ai vu les mamans venir de Kamenge, le quartier des Hutus, le quartier d'Adolphe, courir. J'ai vu la route, toutes les rues de Bujumbura avec des feuilles. J'ai vu la joie, j'ai vu les jeunes chanter. Donc, ça c'est un exemple d'un peuple libre. Libre. Je suis fière d'être burundaise aujourd'hui. Le peuple burundais a montré aux autres Africains, même si on les mate, même si on les tue, des mamans. J'ai vu une maman enlever son habit. Elle était toute nue. Elle a montré aux policiers. Elle a levé, elle a dit, ne touchez pas à mes entrailles. Ces jeunes n'ont pas pillé, imaginez-vous, alors qu'ils avaient faim. Ces jeunes n'ont pas tué. Ces jeunes, ils chantaient l'hymne national. Ces jeunes chantaient. Bien sûr, il y avait des dérapages. Il y a eu des jeunes qui ont insulté le président. Non. Moi, je leur disais chaque fois, n'insultez pas. N'insultez pas. Il y a Gandhi qui a dit, tous les tyrans du monde finissent par tomber. J'ai pas peur. J'ai la crainte que s'ils se radicalisent, il peut y avoir une autre rébellion. Il y a eu
effectivement un phénomène de liesse générale ici à Bujumbura le 13 mai, mais beaucoup de gens, y compris au sein du pouvoir, disent que dans les campagnes, c'est pas la même chose, que sur les collines, il est très populaire. C'est vrai ça? Vous qui vivez à Ruigi, dans les collines, justement. Moi, je vis à Ruigi. Mais les gens, c'est par peur, parce que maintenant, il y a des Imbonerakure qui vont à chaque porte. Et si tu refuses, ils mettent la croix rouge. Et puis, pour ces paysans, pour avoir le peu de choses qu'ils ont, c'est leur petite maison. Alors, si on leur dit, si vous ne nous suivez pas, et si vous manifestez, on va brûler, on va tuer vos enfants. Alors, eux, ils ne peuvent pas, ils ne savent pas comment se cacher puisqu'ils sont connus. Dans les quartiers ici, on peut se cacher facilement, même si on nous photographie. Parce que maintenant, les gens ont peur, parce qu'on les photographie, et puis le lendemain, ils vont les chercher dans leur maison et les tuer. Il finir par, comme Néron, qui a brûlé la ville de Rome parce qu'il n'en pouvait plus. Il ne pourra pas. Ce n'est jamais, l'homme n'aura jamais le dernier mot. Mais nous ne sommes pas pressés. Il n'y a que le diable qui s'oppresse. Nous, la non-violence, nous allons la continuer, mais l'amour vaincre. À l'heure qu'il est là, il est 4h30, à Bujumbura, le président s'apprête à aller jouer au football dans le stade, comme tous les jours. Vous trouvez ça normal alors qu'on est en pleine campagne électorale et que les gens se terrent dans leur maison? Comment il peut jouer au football alors que nous sommes en deuil? Et comment il peut jouer au football au moment où sa population est en train de souffrir, au lieu d'aller rencontrer les manifestants et leur dire « Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que vous voulez ?» Et d'écouter. Est-ce qu'il est président de toute la population burundaise? Mais il est en train de narguer son peuple et dire « Ok, vous pouvez mourir de faim. » Parce que, en fait, moi je voudrais dire, il a dit « Mais ce n'est que 4 communes. » Mais c'est faux. Parce que, en fait, Bujumbura, la capitale, au contraire, c'est 99,9% de Burundais qui sont pris en otage. Parce que toutes les banques sont à Bujumbura, tout le commerce, même l'université. Et il y a des écoles qui ne marchaient pas. L'université est fermée. C'est la capitale. Et tout dépend de Bujumbura. Donc si Bujumbura est malade, c'est que la tête est malade. Et alors, quand la tête est malade, c'est que tout le corps est malade. Je ne peux pas comprendre un chef d'État. C'est très grave ce qu'il est en train de jouer. Parce que il a dit dans son discours qu'il n'y a plus il n'aimerait pas voir le sang couler dans son pays. Alors que le sang ne fait que couler. Depuis 2010 d'ailleurs. Et qu'il aille voir, aucune entreprise privée ne marche. Donc, le chômage qui va y avoir, tous ces jeunes, il y a un déficit de 16 milliards de francs burundais dans l'office des recettes pour ce mois-ci. Donc il va étouffer, il va amener le pays dans un gouffre et nous allons nous taire. Mais je ne me tairai pas. J'ai 59 ans, je suis prête, mais qu'il tire. Je ne peux plus vivre comme ça. Nous devons vivre heureux. Nous avons été créés pour le bonheur. La voix de Maggie Barankitse que l'on retrouve dans un instant en direct avec nous en studio avec une autre personnalité du régime. Soir première, face à l'info. 2 témoignages de cris d'alarme sur la situation au Burundi. C'est ce que vous nous proposez ce soir, Edith Kackelbergs. Marguerite Barankitse, dont on entendait sur place l'émotion et aussi en même temps sans doute la colère face à la situation. Bonsoir Maggie Barankitse. Bonsoir monsieur. Alors Maggie, vous êtes ici avec nous aujourd'hui parce que contrairement à ce que vous nous annonciez là-dedans, la situation est devenue telle que vos enfants, comme vous les appelez, vous ont dit partez et témoignez. Oui. En fait, j'avais refusé de quitter le pays et un groupe d'enfants m'a écrit une lettre. Ils m'ont dit, de toutes les façons, tu pourras servir ta patrie quand tu es en vie. Il faut partir. Vous avez dû partir en vous déguisant, Maggie, pour prendre l'avion et quitter Bujumbura. Dans un instant, on va entendre également l'un des vice-présidents de votre pays qui a annoncé officiellement sa défection aussi. Comme je le disais, le navire prend eau de toutes parts. Pour l'instant, vous diriez aux gens, partez si vous le pouvez?
Moi, si je pouvais dire, si on avait de l'espace, on allait laisser Nkurunziza seul avec son équipe. Et puis, comme dans la Bible, il y a eu un roi qui maltraitait tellement son peuple, et un prophète lui a montré qu'on va le laisser seul et nous partir. Et puis, il va diriger. Il dirigera le vide. Oui, le vide. Parce que aujourd'hui, c'est tout le monde qui souffre. Parce que l'exemple, c'est que même ses proches, ses collègues proches, le laissent seul. Et à ce propos, d'ailleurs, nous retrouvons avec nous en direct par téléphone Gervais Rufyikiri, qui est vice-président de la République du Burundi. Gervais Rufyikiri, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes vous-même Hutu, vous êtes donc de la communauté ethnique du président Nkurunziza, vous êtes membre de son parti, vous avez annoncé votre défection hier soir. Pourquoi? Vous avez peur? Il faut partir? Bon, d'abord, j'ai quitté le Burundi parce que il y avait une rupture au niveau de la communication avec le président. Depuis que je fais partie de ceux qui ont tenté de lui donner des conseils, notamment pour abandonner son ambition de briguer le 3e mandat. Et alors, il a considéré tous ces gens qui ont donné des conseils comme ses ennemis, les ennemis de la nation, les ennemis du parti. Et bien sûr, avec des menaces, tout un tas de mesures d'exclusion, d'humiliation, et des menaces même physiques. Alors, j'ai décidé de partir pour ne pas continuer à soutenir le président dans ses ambitions qui amène le peuple burundais sur la voie de l'illégalité constitutionnelle. Est-ce que ça veut dire, Monsieur le Vice-président, que tous ceux qui, comme vous et d'autres, sont appelés les frondeurs en quelque sorte et qui ont invité le président à ne pas briguer un 3e mandat vont devoir quitter le pays? Bon, je ne dirais pas que c'est tout le monde, ça dépend, suivant les possibilités, parce que moi aussi, ça m'a pris du temps pour pouvoir quitter le pays, ce n'est pas toujours facile. Il y en a qui continuent la lutte de l'intérieur, et il y en a d'autres qui vont continuer la lutte pour protéger cette constitution, et en étant dans des lieux sûrs pour leur sécurité. C'est-à-dire c'est une conjugaison des efforts, quel que soit là où l'individu se trouve. Il y a beaucoup de désertions de militaires. Êtes-vous en contact avec eux et est-ce que votre présence à l'étranger servira éventuellement aussi à fédérer ceux qui quittent l'armée? Bon, vous savez, ce mouvement de contestation contre la violation de la Constitution, c'est un mouvement qui est fort suivi par beaucoup de Burundais de toutes les catégories sociales et professionnelles, comprenant notamment aussi des officiers haut gradés, mais aussi des simples militaires ou des policiers dans les corps de défense et de sécurité, et bien sûr avec des membres appartenant à différentes formations politiques, mais aussi de la société civile, y compris alors des membres du CNDD-FDD. Donc c'est un mouvement qui est inclusif au niveau de toutes les catégories du peuple burundais. Je vais vous proposer d'entendre le gouverneur de Ruyigi, qui est député, Moïse Bouchoumi, qui a fui lui aussi en Afrique du Sud il y a 2 mois. Et vous allez entendre, il révèle qu'il y a un plan de massacre à grande échelle. On l'écoute. Moi, je dois vous dire que c'est ce que nous attendons. Et ça doit se faire, je vous le dis. Les gens, ils ne sont pas encore morts dans notre pays. Les morts ne sont pas encore arrivés. Ce que nous avons entendu, les 75 qui sont morts parce qu'ils ont manifesté, c'est très peu. Très bientôt, vous le verrez, beaucoup de gens vont mourir. Et ils seront tués par leur propre gouvernement. Vous qui étiez dans le secret, quels sont les gens ciblés? Bon, les gens qui étaient ciblés, je dois vous le dire, ce sont d'abord les responsables de la société civile. C'était les responsables des partis politiques qui se sont exprimés contre le 3e mandat. Ces gens-là sont très poursuivis, ils sont très menacés. Donc attendez-vous à des tueries encore beaucoup plus élargies par rapport à ce qu'on attend, à ce qu'on s'attend.
Monsieur le vice-président Ruffikiri, lorsque vous entendez le propos ici du gouverneur Boutchoumi, vous le confirmez. On a notamment parlé d'un avion qui est arrivé hier soir à Bujumbura. Est-ce que l'on a déchargé des armes? Et si oui, à quoi vont-elles servir? Est-ce qu'il y a un risque de massacre ou pire pour l'instant? Gervais Ruffikiri? Oui. Vous m'avez posé quelle question? Est-ce qu'il y a effectivement un avion qui a pu atterrir hier à Bujumbura hier soir, dont on aurait déchargé des armes, et est-ce qu'effectivement elles vont servir, comme le dit Moïse Boutchoumi, à l'élimination massive des opposants? Je ne connais pas la quantité ni la catégorie des armes qui auraient été déchargées, mais ce qu'il en est, c'est que l'armée ou la police sont équipées pour réprimer la population. On l'a vu dans la répression des manifestations, mais aussi une partie des armes aussi a été distribuée à des jeunes civils Imbonerakure. Et tout ce qu'on a observé, c'est que ces armes, ce n'est pas pour protéger le peuple burundais, c'est pour tuer le peuple burundais. Lorsque on constate que vous êtes le deuxième personnage de l'État, vous faites défection, on parle de la défection du président de l'Assemblée qui est arrivé en Belgique ce matin, l'Église l'a lâché, la Belgique l'a lâché, tout le monde l'isole. Qu'est-ce